Alors ce petit visuel, vous avez notre ami Jérôme Powell dans la baignoire de Picsou. On aurait très bien pu aussi mettre, il y a 7 ou 8 ans, Janet Yellen. Avant, on aurait mis Ben Bernanke. Et on aurait même pu mettre aussi Alan Greenspan, puisque l'impression monétaire en mode no limit, ça n'a pas commencé en 2009, autour du 18 mars 2009, avec le lancement des quantitative easing. Ça a commencé en fait dès 2004, à partir du moment où la Fed s'est dit, bon, et si on laissait un petit peu la main invisible des marchés gérer l'économie, et surtout quelque chose de fondamental qui s'appelle l'offre de monnaie. Et de 2004 à 2008, on a laissé faire et on a vu. C'est-à-dire qu'en fait, de 2004 à 2008, plutôt 2007, puisque la bulle immobilière a éclaté en fait en 2007, les prix de l'immobilier, la Fed s'était fixée comme règle finalement de fournir de la liquidité pour toute demande de crédit qui lui serait adressée au travers de grandes banques et d'organismes fournissant du crédit hypothécaire, et y compris à une espèce de nouvelle espèce d'intermédiaire qui allait faire du porte-à-porte pour demander aux gens s'ils ne voulaient pas acheter un bien immobilier à $250 000 avec zéro revenu, zéro patrimoine. C'était les fameux ninjas, vous savez, no income, no job available. Et donc la Fed a laissé faire, et la masse monétaire a cru très fortement de 2004 jusqu'à 2008. Et puis là, on s'est retrouvé avec le problème de dette qu'on connaît, les subprimes. Et puis, comment on a résolu ce problème d'excès d'argent ? Avec plus d'argent, avec les fameux quantitative easing. Ça veut dire simplement que c'était la Banque centrale qui décidait de la quantité d'argent qu'on allait mettre en circulation dans le système, alors qu'avant, c'était on laisse faire. Voilà, c'était ce qu'on appelait le benign neglect. Donc là, aujourd'hui, on assiste à un nouveau record de l'or aussi, mais enfin bon, ça fait déjà maintenant une quinzaine de jours que l'or a passé la résistance historique de 2050-2070. Ces nouveaux records, ils ne tombent pas par hasard, puisqu'en fait, cette année, on va avoir plus d'émissions de dette aux États-Unis qu'en 2020, année du Covid, du quoi qu'il en coûte, des chèques fédéraux, etc. Cette année, il n'y a pas de Covid à l'horizon pour l'instant, et pourtant, les États-Unis vont émettre plus de dettes qu'il y a donc 3 ans et demi. Il ne faut pas s'étonner qu'en émettant 3150 milliards de dettes depuis juin dernier, contre 3125, je crois, au total pour le Covid, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, il y a des gens qui se disent « Qu'est-ce que vaut ce dollar que je détiens ? Et qu'est-ce que ce dollar, augmenté de 3150 milliards, vaut réellement ? Qu'est-ce que je peux acheter avec ? Qu'est-ce qu'on achète avec du dollar ? Pour faire fonctionner une économie, d'abord, il faut acheter de l'énergie. L'économie, c'est de l'énergie plus de l'investissement. Donc, je me mets à la place, moi, d'un producteur de gaz ou de pétrole. 3150 milliards de dollars de plus en 9 mois, j'ai l'impression quand même qu'on commence à me payer en monnaie de singe. Voilà. La France, quant à elle, s'enfonce dans les déficits. On a passé, nous, non pas les 34 000 milliards, mais les 3 100 milliards. Et là aussi, légitimement, on peut se demander si, avec l'euro, on n'est pas en train de payer aussi un petit peu les fournisseurs en monnaie de singe. Voilà, donc ce petit dessin-là, je pense qu'il est assez parlant. Donc notre Sisyphe essaie d'aller jusqu'au sommet de la montagne. Alors on aurait pu indiquer que finalement ce qui donne de la force à notre petit bonhomme, là, notre Sisyphe, c'est l'opium monétaire. Voilà, on lui donne de l'énergie.
Et tout ça aboutit, en multipliant les unités dollar-euro, à créer de l'inflation. L'inflation étant surtout la diminution de pouvoir d'achat de la monnaie. Parce que là, ce n'est pas la rareté qui fait bondir le pétrole comme en 1974. Enfin, y avait-il vraiment une rareté en 1974 ? J'en suis même pas certain. Ça veut dire simplement c'est que le pétrole pas cher était devenu rare. Mais il y avait la même quantité de pétrole. C'est juste que d'un seul coup, c'était plus cher. Parce qu'on l'avait décidé. Là, aujourd'hui, le prix du pétrole, il est vraiment en fonction de l'offre et de la demande. Bon, accessoirement aussi des boycotts qui se contournent très très bien, on l'a vu avec le pétrole russe. Donc aujourd'hui, la question c'est avec quoi on paye son pétrole. Donc avec du dollar augmenté de 3150 milliards en l'espace de 9 mois. Alors accessoirement, imprimer 8,5% de PIB en l'espace de 9 mois, je ne trouve pas ça miraculeux d'avoir 3,2% de croissance aux États-Unis. Hein. Ça veut dire quoi ? Qu'on a imprimé pratiquement 2,5 $ pour créer $1 supplémentaire de PIB. Je dirais que ce n'est pas des fondements très sains pour l'économie. Hein. C'est Alan Greenspan qui avait bien exprimé les choses. On ne devrait pas imprimer $1 de plus que ce qu'on espère obtenir une fois que l'investissement aura connu éventuellement un certain succès. Bon, là, aujourd'hui, on imprime 2,5 $ pour créer $1 de PIB, peut-être $3 pour $1 de PIB en 2025, je ne sais pas, on ne connaît pas la limite physique. On ne sait pas à partir de quel moment une monnaie qui repose sur la confiance ou un très très gros bâton dans le cas des États-Unis, on ne sait pas à partir de quel moment la confiance peut d'un seul coup cesser d'exister. Et le jour où la confiance cesse d'exister, évidemment, on va chercher d'autres supports, d'autres moyens de sauvegarder l'épargne. Donc ça, historiquement, ça a été le franc qui a laissé la place à la livre à la fin du XIXe siècle, puis après la Première Guerre mondiale, c'est la livre qui a laissé sa place au dollar. Quelle est la prochaine monnaie de réserve dans laquelle on aura confiance ? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Les BRICS veulent créer une unité commune. Elle n'existe pas encore. Et il ne faut pas confondre non plus une unité par le biais de laquelle on règle ses achats d'énergie, de matières premières, et une unité dans laquelle on va conserver de la valeur. Les deux notions sont... Alors, dans l'idéal, quand elles sont liées, comme pour le dollar, c'est très très bien. On achète l'énergie, les matières premières avec le dollar, et le dollar conserve la valeur. Mais bon, quand on voit que le dollar a été émis sous sa forme actuelle depuis le 25 décembre 1913, il a quand même perdu 99,6% de sa valeur, depuis que la Banque centrale l'administre. Donc on ne peut pas dire que la Banque centrale ait fait la preuve de sa capacité à faire en sorte que la monnaie conserve la valeur. C'est pourtant, nous, c'est les principes fondateurs de l'euro. C'est que l'euro conserve la valeur. Bon, depuis qu'il a été émis, ceux qui détiennent de l'euro ont perdu à peu près 50% de leur pouvoir d'achat. Donc ce pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'acheter évidemment de l'énergie et des matières premières. Hop, trop vite. Alors, parmi les grandes thématiques qui ont émergé depuis 2009, il y a évidemment la transition énergétique. Ça s'est encore accéléré avec le Covid, puisque là, ça a été encore une grande période de création monétaire. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent ? Pourquoi pas revoir la façon dont nous consommons de l'énergie, revoir comment fonctionne notre monde. Et on s'est dit que ça serait bien si on faisait un monde avec moins de carbone. Alors je voudrais faire disparaître le petit... voilà, très bien. Donc cette refonte de notre vision, comment consommons-nous de l'énergie, c'est quelque chose qui
est extrêmement consommateur de matières premières. Décarboner, ça veut dire produire du renouvelable. Et ce renouvelable, essentiellement, c'est de l'éolienne, c'est du photovoltaïque, et dans une moindre mesure, on essaye la piste de l'hydrogène, on essaye la biomasse, etc. Enfin, globalement, quand même, on a vu pousser des forêts d'éoliennes, des milliers d'hectares de panneaux photovoltaïques, et tout ça, donc, consomme énormément de matières premières. Le photovoltaïque, essentiellement, c'est de l'argent métal, et pour les éoliennes, c'est essentiellement de l'acier, du cuivre et du néodyme. Voilà. Est-ce qu'on a assez de cuivre aujourd'hui pour couvrir tous les besoins ? Pour l'instant, oui. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, il manque encore, par exemple, en France, l'équivalent d'1 million de bornes pour recharger des véhicules électriques. Toutes ces bornes, il va falloir les relier au réseau, et ça sera du cuivre, forcément. Enfin, on ne va pas mettre des câbles en argent, même s'ils sont plus conducteurs. Donc on va poursuivre l'électrification, et ça va nécessiter énormément de cuivre. Mais derrière les éoliennes et les photovoltaïques, dans nos pays avec une météo changeante, quand il n'y a pas de vent, c'est embêtant. D'ailleurs, j'ai appris, en creusant un peu le sujet des éoliennes, que pour éviter qu'elles s'abîment, il fallait continuer de les faire tourner. Autrement dit, il faut utiliser de l'électricité pour faire tourner l'éolienne, de façon à ce que les axes, etc., toute la mécanique ne se grippe pas. Et puis dans des pays nordiques où il gèle, il faut aussi maintenir en rotation. Donc c'est marrant, mais les éoliennes, des fois, il faut mettre de l'énergie dedans pour les faire fonctionner. C'est un paradoxe, entre autres. Et puis derrière chaque projet de champ d'éoliennes, il faut mettre l'équivalent de pilotable derrière. Donc qu'est-ce qu'on sait mettre comme pilotable derrière des éoliennes ou du photovoltaïque ? Essentiellement du gaz, du pétrole, dans l'idéal, je dirais du nucléaire, qui n'émet pas de CO2. Mais plus vous rajoutez d'éoliennes et de panneaux, plus vous avez besoin derrière de gaz, d'uranium ou de pétrole. Autrement dit, la demande de pétrole et de gaz, elle ne va pas chuter à mesure qu'on rajoute des gigas ou des térawatts de renouvelables. Il faut derrière qu'on ait la capacité de produire une quantité d'énergie constante pour l'industrie, etc. Donc, le message, c'est que on va avoir encore besoin de beaucoup de pétrole, de beaucoup de gaz, et qu'on a très peu investi depuis 2013 pour reconstituer ou trouver des quantités de pétrole qui permettent de satisfaire la demande. Bon, aujourd'hui, c'est assez facile, c'est 100 millions de barils le jour. Et ce qu'on est parfaitement capable de calculer, c'est que d'ici 2030, si on ne creuse pas pour trouver du pétrole ou trouver du gaz, on sera à peine à 80% de réserves de pétrole par rapport à ce dont on a besoin aujourd'hui. Or, on ne va pas voir la consommation de pétrole baisser de 100 millions de barils jour à 90, 85, 80 dans les 5 ou les 10 ans qui viennent. Donc ce phénomène d'épuisement des ressources pétrolières, ça s'appelle la déplétion. C'est bien connu. Et pour le gaz, aux États-Unis, on fore, drill, 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 comme dirait Donald Trump. Tout ça a un coût écologique, etc. Mais la réalité, c'est qu'on va rester dans un monde finalement de rareté du pétrole. Alors, il sera moins rare si le baril atteint rapidement les $100, par exemple. Moi, je verrais bien du 97, 98 sur le Brent.
peut-être d'ici l'été, je ne sais pas. Alors là, à partir du moment où on atteint ces niveaux de cours, là, il y a plein de pétrole cher à exploiter qu'on va aller chercher. Mais pour l'instant, on ne va pas le chercher. Depuis 2013, on ne va pas le chercher. Et du jour au lendemain, si on a besoin d'aller le chercher, il va falloir beaucoup de tubes Vallourec. Oups, pardon. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi des thématiques d'investissement à regarder aussi du côté de comment on sort du pétrole, comment on sort du gaz, avec quel matériel, etc. Je pense que ça, c'est assez porteur. Pour la thématique des matières premières, peut-être qu'on y reviendra aussi avec les questions. Je voudrais aussi vous parler, bien sûr, de l'or et de l'argent. L'argent, c'était la transition du renouvelable photovoltaïque vers l'argent comme réserve de valeur. Argent qui, pour l'instant, a un retard considérable par rapport à l'or depuis plus d'1 an, en fait. Et là, l'or a franchi ses résistances historiques, vous le savez tous, autour du 15 mars. Et depuis, il n'est jamais revenu plus bas que ses anciens records. Donc c'est un signal extrêmement fort que l'or continue de progresser et ne revienne jamais sur ses anciens sommets. D'autant plus que les taux, par rapport au 15 mars aux États-Unis, ils sont passés de 4,05 à pratiquement 4,40 aujourd'hui. On a fait 4,40 en cours de séance aujourd'hui. Or, vous connaissez tous la relation, des taux qui montent, c'est des métaux précieux, c'est de l'or qui baisse. Or, sans rendement, sans rémunération pour son détenteur. Et là, vous voyez les taux qui progressent de 25 points depuis le 15 mars, et vous avez l'or qui prend pratiquement 10%. Donc là, il y a un signal très très fort. Et puis bon, on a appris incidemment que la Banque centrale de Chine, au mois de janvier, elle s'est lâchée, puisqu'elle a acheté, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 124 tonnes d'or. C'est probablement le record. Et vous avez d'autres banques centrales qui ont acheté énormément d'or physique. Jamais les fondeurs suisses n'ont autant fondu ni expédié autant de lingots à l'étranger, et notamment vers la Chine, qu'au mois de janvier 2024. J'attends de connaître les statistiques de février, et on verra avec le mois de mars. Donc, conclusion, il y a une demande structurelle d'or de la part de banques centrales qui se dédollarisent. Donc je me dis que ces gens-là, ils ont peut-être une idée quand même derrière la tête. Donc c'est des gens qui se dédollarisent, et puis qui ont peut-être compris aussi que s'ils détiennent du dollar dans leur coffre, avec 3150 milliards de dollars imprimés en l'espace de 9 mois, ce dollar va peut-être pas leur permettre d'acheter autant de pétrole et de gaz au cours des prochains mois, ou d'acheter du cuivre, ou d'acheter du lithium. Alors pour l'instant, le lithium, on n'a pas encore trouvé le moyen de le remplacer, parce que ses propriétés de stockage d'électricité sont appréciées, mais c'est surtout le fait que le lithium, c'est le métal le plus léger, avec la meilleure capacité de stockage de l'électricité. Donc, si on devait changer pour un autre métal plus lourd, si vous avez une batterie plus lourde, votre voiture, elle va moins loin. Donc, pour l'instant, le lithium, ça reste aussi quelque chose qu'on va suivre. Et d'après les spécialistes, à l'horizon 2035, si on arrête effectivement de produire des véhicules thermiques, il faudra quasiment multiplier par 8 ou 10 la quantité de lithium pour fabriquer toutes les batteries. Donc moi, je vois en tout cas une concordance très très forte entre l'argent, qui pour l'instant reste peut-être encore un métal industriel. Il n'a pas encore retrouvé son statut de garant contre l'inflation. Donc je pense qu'il a beaucoup de retard sur l'or. On a un ratio actuellement de 95 onces d'argent pour une once d'or. Et historiquement, on devrait revenir à 75. Donc ça veut dire que l'argent, qui vaut actuellement 25,5 peut assez facilement doubler
aller au moins 50 si vous avez une once d'or qui atteint, sans faire des prévisions délirantes, de 1350, de 1400 dollars l'once assez rapidement. Donc ça, je crois pas mal en l'argent. Et bien sûr, en l'or. Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'or et à l'argent, il y a aussi un grand paradoxe. Comment se fait-il que les mines d'or commencent juste à décoller et sont encore beaucoup plus bas qu'elles ne l'étaient même en 2022 ou 2021, alors que l'or se situe maintenant 10% au-dessus? Alors, l'explication, c'est que la plupart des producteurs d'or, les plus matures, prévendent une partie de leur stock, de façon à garantir une rentabilité et également une rémunération aux détenteurs, enfin à ceux qui possèdent des actions d'orifères. Donc je dirais ils troquent un peu de sécurité contre la liberté de profiter de la hausse de l'or. Eh bien là, les conglomérats ont commencé à changer leur fusil d'épaule. Ils hedgeaient 50% de leur production. Aujourd'hui, on est tombé à 30%. Ça veut dire que les producteurs d'or commencent à anticiper aussi que l'once d'or n'a pas fini de monter. Et là, ils veulent en profiter en hedgeant moins et en se laissant davantage porter, évidemment, par la hausse de l'or. Donc, pour ceux qui veulent jouer la thématique de l'or, les minières, c'est mon message, sont aujourd'hui encore en retard, je pense, de 25 ou 30% par rapport au cours de l'or. Mais historiquement, ça va encore plus loin que ça. Même après un rebond de 10% qu'on vient de voir là sur les mines d'or, elles sont encore pratiquement au plus bas niveau de valorisation jamais observé depuis le début du XXIe siècle par rapport aux autres actions du S&P 500. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des mines d'or qui offrent un rendement qui est supérieur à celui du S&P, et encore largement supérieur à celui du Nasdaq, naturellement. Parce que sur le Nasdaq, là, les 7 fantastiques, Tesla a un petit peu pris la voie de sortie, mais on était sur du 50 fois les bénéfices, en moyenne, sur les 7 fantastiques. Sur les mines d'or, vous êtes à 14, grosso modo, et avec un rendement, évidemment, qui est supérieur à la moyenne du S&P. Donc il suffit simplement que des gens dans le S&P se disent « mince alors, et si j'achetais finalement quelque chose qui rapporte un peu plus que les 1,80 ou les 1,90 que j'obtiens sur le S&P », ils pourraient déjà s'intéresser aux mines d'or. Et puis après, si l'once continue de grimper vers les 2350 ou 2400, je pense que là, il y a pas mal d'argent à se faire avec le métal précieux. Alors le coyote, vous le connaissez tous, c'est celui qui court dans le vide, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il n'y a plus de sol sous ses pieds. Je dirais que c'est un petit peu le symbole du dollar. Il court, mais il n'a plus beaucoup de sol sous ses pieds. Il y a encore un peu de confiance qui lui permet de se maintenir. Mais le jour où la confiance disparaît, c'est un petit peu comme le sol sous les pattes du coyote. Là, c'est éventuellement une grosse chute. Je pense que les Chinois ne veulent pas la précipiter, tout simplement parce qu'ils ont encore du dollar en caisse. Donc ce n'est pas leur intérêt de dire « ça y est, avec nos amis des BRICS, on a mis en place une nouvelle monnaie numérique, digitale, machin, qui permet de régler toutes ces transactions et de ne plus se servir du dollar et de ne plus être éventuellement sanctionnable par le Department of Justice américain quand bon lui semble ». Ils ne veulent pas du tout prendre le dollar en frontal. Ils veulent finalement, peut-être, parce qu'instruits de précédentes grandes transitions monétaires, que ça se passe finalement assez en douceur, comme du franc à la livre, de la livre au dollar. Ils ne veulent pas se prendre le dollar en frontal, mais par contre, eux, sont en train de se construire une légitimité, une crédibilité en accroissant leurs réserves d'or. Et vous doutez bien que les quantités avouées par la Banque centrale de Chine et celles qu'elle détient réellement
Non, strictement rien à voir, ne serait-ce que parce que la Chine est le premier producteur d'or au monde aujourd'hui, avec 450 tonnes par an, et ça fait déjà depuis plus de 15 ou 20 ans qu'ils sont loin devant maintenant le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud, etc. Donc imaginez que les Chinois aient extrait entre 400 et 450 tonnes d'or tous les ans, même depuis 2008. Vous voyez combien ils peuvent en avoir en réserve. Et en plus de ça, c'est les principaux acheteurs auprès des fondeurs suisses. Hong Kong est aussi un gros importateur. Le jour où on va agréger toutes les quantités d'or accumulées par Hong Kong, par Pékin, plus ce que eux ont extrait de leur propre sol, et un jour ils vont nous dire, bah voilà, finalement, notre yuan numérique, il est adossé à peut-être une quantité à 5 chiffres de tonnes d'or, alors que les États-Unis en revendiquent 13 500. On pourra peut-être découvrir demain que la Chine n'est pas très très loin des États-Unis. Voilà. Et à partir du moment où vous avez des gens comme la Banque centrale de Chine, de Russie, de Turquie, oui, la Turquie achète beaucoup d'or aussi, à partir du moment où tout ce monde-là vous donne un petit peu cette tendance, on peut penser qu'ils ont quand même un plan et que pour eux, l'or est une meilleure façon de conserver de la valeur et de s'assurer d'avoir du pouvoir d'achat en pétrole, en dollars, en cuivre, en néodyme, puisque je le disais, dans les éoliennes, il en faut des quantités assez impressionnantes, et que la Chine a un quasi-monopole en tant qu'acheteur et en tant que raffineur. Donc je pense qu'il y a vraiment un plan derrière tout ça. Donc les matières premières, face à la profusion de dollars, d'euros liés au refinancement des dettes, je pense que les matières premières aujourd'hui, ça devient une vraie thématique d'investissement, soit parce qu'on veut avoir quelque chose dont la valeur est certaine pour pouvoir acheter des matières premières, ou alors on veut carrément les acheter pour soi-même, les accumuler comme les Chinois le faisaient avec le cuivre, en se disant que finalement, là, on est sur des valeurs certaines et, vous le savez, donc non périssables, que ce soit le pétrole, le gaz, les matières premières. On peut aussi en détenir comme valeur de réserve, voilà, ou comme réserve de valeur. Je pense que j'ai tenu le délai. Oui, on a légèrement dépassé. Bon. Merci Philippe Béchade.